Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue aux ateliers responsabilité sociétale d'entreprise des 20 pays DOC IGP. Aujourd'hui, nous commençons notre deuxième journée de Johnny Sud après la vigne et le vin autrement, les ateliers d'hier. Aujourd'hui sera consacré à un atelier nommé responsabilité sociétale d'entreprise et performance économique. Dans ce cadre-là, j'aurai la lourde charge d'être l'animateur, mais également le premier conférencier. Et nous invitons deux illustres personnes. En la personne de Guy Andrieux, le directeur général de la CAF coopérative Anne de Joyeuse, dans les Limouxins, qui viendra nous témoigner de ses expériences et le retour d'investissement, d'engagement qu'ils ont eu dans le cadre notamment de leur démarche Agriconfiance Volet Vert et surtout Protect Planète. Et nous aurons Richard Jarry, fondateur dirigeant du cabinet Albatros Ingénierie Services, qui abordera la question des aides publiques dans la filière vin, mieux les connaître et bien évidemment mieux les obtenir. Donc je commence, si vous le permettez, par une petite présentation sur la question de la performance économique et la responsabilité sociétale. Alors une petite définition très rapide pour resituer l'enjeu économique de ce qu'on peut appeler la responsabilité sociétale. La responsabilité sociétale, c'est l'intégration d'un certain nombre de préoccupations et on peut imaginer naturellement ou spontanément lesquelles. Celles qui portent dans un premier temps sur les questions environnementales, mais également sur les questions sociétales, éthiques et sociales. Et c'est la façon dont on intègre ces préoccupations dans l'activité des entreprises, dans la perception, en tout cas, de l'approche des consommateurs. Et notamment, on le voit dans la définition qui est proposée au niveau européen, dans les activités commerciales. Donc c'est déjà la première entrée économique, bien évidemment. Et un point aussi fondamental, ces préoccupations doivent se réfléchir dans la relation qu'a l'entreprise, donc ça peut être l'exploitation viticole, le négoce, toutes les structures, la coopérative, avec ce qu'on va appeler les parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs qui peuvent avoir un poids sur vos décisions, sur les décisions de l'entreprise, et inversement, les acteurs sur lesquels l'entreprise peut avoir un poids en fonction des décisions qu'elle prend. La chose assez surprenante, ou qui pourrait nous surprendre, c'est que la responsabilité sociétale a été plus ou moins définie ou cadrée par une norme internationale, qui est une norme qui n'est pas certifiable, c'est-à-dire que ça donne des grandes lignes directrices qu'on appelle l'ISO 26000. Et dans cette norme, on a 7 grandes questions centrales. Les questions de l'environnement, les questions sociétales, les questions de la relation au consommateur, les questions plus larges des droits de l'homme, mais on ne voit pas apparaître finalement la question économique. Et finalement, on peut penser que si elle n'apparaît pas, soit elle n'y est pas, mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est qu'elle y est en arrière-fond, elle est tout à fait transversale. Donc à un moment ou à un autre, de toute façon, la question économique s'impose dans la réflexion lorsqu'on aborde les questions de l'entreprise et son engagement sur cette question centrale que vous avez ici présentée sur le diaporama. Alors, on resitue un petit peu de statistiques et on reste à l'échelle française dans un premier temps. La responsabilité sociétale aujourd'hui, les gens en parlent de plus en plus. Ça fait partie du lot commun des entreprises. Et on a de plus en plus d'entreprises qui comprennent le sens de l'engagement en matière de responsabilité sociétale, qui s'y engagent. Mais il faut avouer qu'il y a quelques freins. Et l'un des freins, ou l'un des principaux freins, c'est le frein économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une perception complète de la nécessité ou du bénéfice de l'engagement. Et je dirais pire encore, on a le sentiment qu'il y a des risques possibles à s'y engager, des pertes éventuellement économiques rapides, mais pas un bénéfice à court terme ou à long terme aussi dans la réalité. Donc c'est pour ça qu'il faut lever ces premiers freins. Le manque de temps en est un autre, ou le manque d'information. Et d'ailleurs, l'interprofession des 20 PDOC IGP, pour la profession régionale, œuvre en la matière. Les journaux qui sont distribués sur le salon sont l'exemple de cet engagement. Alors, très brièvement, mon exposé sera rapide et en 2 points. Le premier, c'est la question de la création de valeur économique de l'entreprise vigne et vin et de la responsabilité sociétale. Et j'aborderai, je dirais, un point plus précis sur l'approche des consommateurs aujourd'hui dans le monde et ce qu'ils attendent et ce qu'ils génèrent en termes de valeur pour les entreprises en matière de RSE, ce qu'on appelle la RSE. Je crois qu'il y a trois niveaux où la réflexion peut être posée. Le premier niveau, je dirais, qui est naturel, c'est celui de l'exploitation. Alors, je ne parle pas ici de l'exploitation viticole, mais je parle de l'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire finalement dans la gestion du quotidien, dans la stratégie d'entreprise, on peut réfléchir à la responsabilité sociétale et réfléchir à la façon de cette RSE créer de la valeur dans ses activités, soit, je donnerai des exemples, en baissant tout simplement les coûts de l'activité,
de l'exploitation d'entreprise ou en augmentant sa valeur par de meilleures prestations de services qui sont bien sûr valorisées par le marché, par les distributeurs, par les consommateurs, voire perçues en termes de notoriété d'image par les citoyens. Le deuxième aspect, c'est à la transmission, bien évidemment. Le rôle de la responsabilité sociétale, c'est d'inscrire l'entreprise dans la durabilité. On parle chez les anglo-saxons de soutenable. Et donc cette durabilité, elle s'opère aussi dans la transmission de l'exploitation agricole et viticole aujourd'hui. Les enjeux de transmission sont importants. Ils sont d'ailleurs critiques, notamment pour notre région. Un nombre important d'hectares ou d'exploitations n'ont pas forcément de relève aujourd'hui. Et donc, en tout cas pour ce qui va être transmis, il faut transmettre un capital, je dirais, durable. Le capital durable, les composantes premières sont bien connues. C'est un sol qui permet justement la culture de la vigne. C'est aussi, pour les entreprises un peu plus grandes, des équipes motivées, soudées, je dirais, qui adhèrent un peu à la stratégie d'entreprise. Donc et puis, bien évidemment, c'est un portefeuille de clients qui a un potentiel de fidélité important. Donc tous ces capitaux vont être bien sûr véhiculés dans la transmission. On ne transmet pas qu'à sur le papier du foncier, mais on transmet la qualité de ce foncier, de ce patrimoine, aussi bien en termes humains qu'en termes, je dirais, physiques. Et je crois que la RSE a quelque chose à dire dans cette question. Et puis à la revente, et bien évidemment, parce que si on ne transmet pas, on peut revendre pour toute autre activité d'ailleurs. Et là, je crois qu'il y a une notion qu'on parle souvent, qu'on évoque souvent par l'immatériel. Alors c'est un peu confusant, c'est très difficile d'approche, mais dans l'immatériel, on comprend un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément palpables, dont l'une est importante, et je crois que le témoignage qui suivra sera un très bon exemple, c'est la marque de l'entreprise, la marque des produits qu'on distribue, et éventuellement les démarches officielles, telles que celles qu'on peut voir sur les bouteilles, j'en parlerai, les démarches de vin biologique, de vin biodynamique ou autres. Et ceci, bien sûr, fait partie du capital à un moment quand on va revendre l'entreprise. Et on voit, demain, on aura probablement l'expérience d'avoir un retour d'une entreprise qui, en 10 ans d'investissement, a su améliorer ou faire croître le capital immatériel de son entreprise et la valeur de ce capital qui, bien sûr, fait partie des éléments des négociations dans une revente, notamment d'exploitation d'entreprise. Voilà. Je dirais simplement, qu'il y a deux approches qui sont tout à fait complémentaires. La première, c'est que la valeur, c'est ce qu'on évite éventuellement ou ce qu'on ne détruit pas inutilement. C'est-à-dire qu'on fait des choses qui coûtent quelquefois et finalement, il existe des alternatives. Il existe des solutions simples d'approche, on ne les connaît pas forcément, on les découvre au fur et à mesure et elles nous permettent de faire des choses différemment et à moindre coût, et on y reviendra. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est, je crois qu'une des finalités de l'entreprise, c'est de faire des choses qui permettent une bonne rémunération, de l'adhérent quand on est en coopérative, de l'exploitant quand on est en cave particulière. Et ces choses-là, elles permettent aussi de comprendre comment se construit cette rémunération, cette valeur sur le marché. Et donc, il y a tout un tas de démarches environnementales et sociétales aujourd'hui de ce qu'on dit, ou ce qu'on appelle responsabilité sociétale, qui permettent, bien évidemment, de créer plus de valeur que des approches plus conventionnelles, parce qu'effectivement, on répond à une demande ou à un besoin qui existe sur le marché ou qui émerge, et on est, je dirais, plus pionnier qu'un autre pour y répondre. Dans la première approche, bien sûr, ce qu'on va appeler création de valeur ou évitement de destruction de valeur, ce sont les pertes économiques inutiles, financières, qu'on va supporter et qui sont liées au fait qu'on ne prend pas en compte ou qu'on ne maîtrise pas un certain nombre d'enjeux ou d'évolutions. Alors elles sont malheureusement, et aujourd'hui est un jour, je dirais, qui est tout à fait emblématique de ça, elles sont réglementaires quelquefois, où les risques sont réglementaires, mais il y a aussi un certain nombre de choses à considérer en matière environnementale, par exemple. Et j'ai posé deux questions qui vont dans ce sens-là. Pourquoi ne pas éco-concevoir ces emballages? Pourquoi ne pas alléger ces bouteilles? Pourquoi ne pas réfléchir à être, je dirais, moins lourd quand on met sur un marché un produit comme une bouteille de vin et quand il existe des solutions? Ou pourquoi ne pas ménager ses salariés quand effectivement ils sont la pérennité de l'entreprise? Aujourd'hui, vous avez une multitude d'exploitants, et vous le savez comme moi, qui ont 1, 2 ou 3 salariés, et que l'un tombe malade pour des raisons qui sont liées à des efforts physiques trop poussés, qui sont liées à des conditions, je dirais, ergonomiques de travail difficiles. Il est difficile de les remplacer et ça met en cause un certain nombre d'activités, voire quelquefois l'exploitation ou la pérennité de l'exploitation. Le deuxième aspect, c'est une orientation plus positive. Il existe aujourd'hui en matière de responsabilité sociétale des opportunités. C'est-à-dire qu'il existe des marchés qui sont en construction, et je pense notamment aux monopoles scandinaves ou canadiens, et qui vont
Alors certains diront imposer, d'autres diront vont rentrer dans une tendance qui est celle des consommateurs, demander un peu plus de responsabilité de la part des entreprises, de l'amont à l'aval, des pépiniéristes, des équipementiers, des verriers, mais aussi des entreprises qui produisent le vin et qui vont leur demander d'être plus responsables pour le consommateur final. Et cette responsabilité, bien sûr, peut être aussi bénéfique, c'est-à-dire qu'elle permet aujourd'hui de se valoriser par rapport à d'autres. On le verra dans les témoignages, et elle permet de créer de la valeur pour répondre à une demande qui, elle, est prête à payer. Il faut le dire concrètement dans ces termes, et je vous montrerai quelques éléments qui sont assez probants de ce point de vue-là. Voilà. Donc il faut aussi répondre à cette demande et s'inscrire dans cette logique parce que c'est une demande aujourd'hui un peu spécifique. Certains la qualifieront de marché de niche, mais qui risque de grandir et qui risque d'être presque une demande globale pour les années qui viennent. Alors, un petit exemple pour terminer. Lorsqu'on évalue la responsabilité des entreprises, on a des modèles qui ne sont pas tout à fait aboutis aujourd'hui, mais on a déjà l'acte économique qui est là, puisque je vous ai pris quelques exemples de critères qu'on va, je dirais, calculer, qualifier, évaluer pour se prononcer sur la qualité de la responsabilité sociétale de l'entreprise sous l'angle économique. Donc vous avez ici par exemple un premier critère qui va de fait, c'est l'investissement en matière de RSE. Qu'est-ce que vous faites finalement pour être responsable en matière de démarche culturelle, environnementale, en matière, comme je vous le dis, d'allègement des conditionnements, d'éco-conception, en matière sociale pour considérer vos salariés, en matière de mobilité sur l'exploitation, en matière de dépenses énergétiques, etc. Donc un certain nombre d'éléments, et je crois qu'un des éléments forts aussi, c'est vis-à-vis des parties prenantes. Qu'est-ce que vous faites pour qu'effectivement elles soient satisfaites de vos performances? Alors les premières qui attendent de votre performance économique, on les connaît, hein. Ça va être l'expert comptable, ça va être le banquier, ça va être l'assureur par exemple, mais d'autres, bien évidemment, vont se satisfaire de votre performance économique parce que qui dit performance économique, quelquefois peut dire emploi, et qui dit emploi peut dire satisfaction d'une collectivité, d'un territoire et de famille, bien évidemment. Et donc, cet angle est aussi important dans la qualification de la responsabilité sociétale que les critères économiques qu'on voit aussi apparaître aujourd'hui et qui vont au-delà des critères purement financiers de la performance. Voilà, je rentre un peu plus dans le vif du sujet ou les aspects de détail sur la perception des consommateurs. Et pour terminer, donc, je vais citer une étude qui a été conduite en collaboration avec l'Event Pays Doc et IGP sur les consommateurs mondiaux et ce qu'ils attendent en termes de messages durables, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on veut appeler messages durables, ce sont des messages qui sont sur les bouteilles. Vous en avez ici quelques exemples sur le marché français. Ils sont très peu représentatifs du volume de vin qui est mis en marché, mais ils sont nombreux dans leur diversité. Donc vous avez des messages très, très connus, bien sûr, des messages officiels ou des représentations des marches officielles type agriculture biologique, Terra Vitis, biodynamie, Nature et Progrès, Agriconfiance pour les coopératives, ou des choses plus spécifiques collectives comme Vignerons en développement durable. Tous ces messages apparaissent sur les bouteilles. Et puis d'autres messages plus privés, je dirais. Donc vous aurez un témoignage d'un logo ou de la structure de l'entreprise qui est derrière ce logo qui s'appelle Protect Planet. On l'a testé sur les marchés mondiaux, je vous montrerai les exemples, ou les statistiques et les données, les résultats. Et d'autres messages comme vignerons responsables, vignerons qui préservent l'environnement, vignerons ou structures éco-citoyennes qui allègent le verre des bouteilles, etc. Et donc vous voyez, c'est un peu la foire d'empoigne. Et on peut se poser ce que pense le consommateur ou en quoi ça l'attire de voir sur une bouteille un tel message. Et puis si on prend au niveau international, quelques exemples, Chili, Allemagne, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Afrique du Sud, Australie, vous voyez une grande diversité. En Allemagne, on voit apparaître des logos comme Fair Choice, qui sont tout à fait emblématiques de cet engagement de RSE. On voit des choses très communicantes, comme pour le Chili, sur les pays d'Europe, Feel Green, pensez ou sentez-vous vert, entre guillemets, et des messages plus presque, je dirais, parlants ou plus officiels comme l'Afrique du Sud avec vigneron ou durable ou intègre. Je l'ai traduit ici avec peut-être une mauvaise traduction, mais qui tous ces messages parlent de la même chose finalement derrière l'engagement, responsabilité sociétale des entreprises de la filière vin et la façon dont, je dirais, ils communiquent. La question ou les questions sont, premièrement, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière de tous ces messages? Deuxièmement, est-ce que vraiment les consommateurs sont sensibles à ces messages? Et troisièmement, s'ils le sont, combien sont-ils? Et éventuellement, sont-ils prêts à payer un peu plus l'engagement de l'entreprise? Bien évidemment, pas payer un peu plus pour rien, mais pour une promesse qui a du sens, qui, je dirais, est liée à l'engagement concret de l'entreprise ou aux différents cahiers des charges ou protocoles qui sont derrière tous ces messages.
Et pour terminer, donc, on s'est posé toutes ces questions avec l'interprofession des 20 pays doc IGP et on a fait une analyse sur 7 marchés mondiaux. Je vous passe les aspects méthodologiques. Mais il s'agissait de savoir si parmi 18 000 consommateurs dans le monde, sur 7 marchés mondiaux, il y avait un intérêt à ces messages dans le choix des bouteilles. Donc on a retenu 5 messages et ce qui est intéressant, c'est qu'on aura un témoignage d'une entreprise qui représente l'un de ces messages après. Donc les messages très officiels comme agriculture biologique ou des messages privés comme Protect Planet. Et on a essayé de comprendre en fait la réaction et en 2 diapositives ou 3 diapositives. Il y a eu un petit saut, je suis désolé, d'écran. On peut voir ici qu'il y a un consentement à payer, c'est-à-dire que les consommateurs sont relativement intéressés par l'existence de ces messages et notamment certains y font, alors je passe parce qu'il y a un saut d'écran qui est malencontreux, mais certains valorisent tout à fait ces messages. Voilà, chose plus claire, si on prend les segments de consommation, pour quelques exemples de ces marchés les plus sensibles, donc ici vous avez par exemple en haut à droite le marché de New York. Vous savez que sur ce marché, grâce à ces résultats, à New York, 33% des consommateurs sont sensibles à l'existence d'un message durable sur la bouteille. Donc quand ils font un choix d'achat de bouteille, au-delà de la question de l'origine, du degré d'alcool, de la marque de la bouteille, ils s'intéressent à savoir ce qu'il y a derrière le producteur en termes d'engagement, responsabilité sociétale. Et parmi ces 33% de consommateurs, vous voyez que le poids du message durable, il pèse largement autant, voire plus, dans l'acte d'achat que l'origine, que la marque, ou que un certain nombre de choses comme embouteiller au domaine, ou éventuellement le niveau du degré d'alcool qu'on a dans le vin par rapport à une consommation qui se voudrait un peu plus responsable. Donc vous voyez tout un tas d'approches qui montrent finalement qu'il y a une sensibilité forte, relativement forte, puisque 33% d'un marché sensible avec une grande sensibilité au message, c'est important. Et si on prend aussi également l'exemple de la France ou de l'Allemagne, on est dans un ordre de 15 à 35% des marchés qui sont sensibles à cette question, et un poids qui peut aller jusqu'à un quart ou un tiers du poids dans l'acte d'achat qui porte sur l'intérêt d'avoir un message durable sur les bouteilles. Charge à la profession, charge aux viticulteurs de savoir ce qui va être, bien sûr, dans les années à venir, les plus parlants comme message et ce qui pourrait être, je dirais, le plus probant comme démarche pour parler de responsabilité sociétale d'entreprise. Voilà. Je terminerai sur une diapositive qui finalement donne l'expression tarifaire de cet engouement, de cet enthousiasme. Ici, vous avez ces 5 messages qui ont été testés. Et vous voyez par exemple qu'on a des profils de marché tout à fait différents. En France et en Allemagne, le biologique, l'agriculture biologique est un message très porteur sur les bouteilles, encore, et il se valorise très bien. Mais on a aussi des profils très atypiques qui tendent à évoluer. On a testé par exemple Protect Planet et agriculture biologique sur le marché anglo-saxon canadien, en Ontario, et on voit que finalement la valorisation de ce message est quasiment identique quand on met Protect Planet ou OAB sur la bouteille. Le consommateur y est sensible et les parts de marché même où les segments sont peut-être plus importants pour le Protect Planet, on y reviendra avec Guy Andrieux, que l'AB. Ça c'est une première chose, et puis on voit aussi qu'il y a des messages qui ne sont pas appelés à être dits. Et je pense par exemple à verre allégé. Il faut faire peut-être du verre allégé parce qu'il est inutile d'engager le consommateur avec des bouteilles de 600, 700 grammes quand il est prêt à acheter les mêmes pour 500 grammes. Finalement, il a le vin à l'intérieur, c'est ce qui est le plus important. Mais bien qu'il faille faire du verre allégé, il faut peut-être éviter à le dire au consommateur parce qu'il en aura une perception négative. Il a encore un lien très fort entre le poids du verre et la qualité perçue du produit sur certains marchés, et notamment sur les marchés européens, notamment, ou anglo-saxons canadiens. Donc faisons-le, mais ne pas le dire. Et c'est un premier enseignement important que de voir que la responsabilité sociétale, il y a des choses qui se disent et d'autres qu'il vaut mieux éviter de dire et qu'il faut faire. Voilà, j'avais l'intention de vous montrer quelques exemples avant ces témoignages d'entreprises qui vont nous suivre. Je vous remercie de votre attention et je donne tout de suite la parole à Guy Andrieux pour son retour d'expérience dans la gestion de la cave de Joyeuse. Et puis je vous propose de poser les questions suite à son témoignage. Merci beaucoup.